Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Flash Transition, donc le dernier flash de l'année. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent des sujets qu'on aborde d'habitude. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas une fonctionnalité particulière ou un point technique dans Zoho, mais c'est plutôt des bonnes pratiques, en particulier sur la partie nettoyage de vos données et à s'assurer que vous avez des données de qualité dans votre CRM. Donc, pour rappel, moi, Guillaume Lévy, je suis deux associés fondateurs de Transition et je suis accompagné. Donc, aujourd'hui, c'est François Nanquette, l'autre associé fondateur de Transition. Donc là, aujourd'hui, vous avez les deux fondateurs, qui va faire cette présentation de ce flash. Comme d'habitude, 30 minutes pour vous présenter cette session. Et vous serez libre à 11h30, donc très orienté sur le contenu et sur des démonstrations pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà. Ok, bonjour à tous. Donc François Nanquette, comme l'a dit Guillaume, chef de projet et associé de Transition. Alors, il y a trois sujets, en tout cas deux qui reviennent régulièrement et un qui ne va pas tarder à arriver. Des données propres dans une base de données, dans la base de données CRM, les doublons, qui sont une plaie, et un nouvel enjeu qui va arriver, qui est FactureX, où un certain nombre de données devront être présentes et proprement présentes. Alors, dans cette présentation, je vous montrerai des cas de figure qui reposent sur trois outils en fait de Zoho CRM qui ont été présentés dans des flashs précédents. C'est donc Blueprint, Déluge, les fonctions en code Déluge, et les client scripts. En fait, ce sont les trois outils qui vont être utilisés pour traiter correctement donc ces données de façon à avoir une bonne qualité de données. Alors, si tu peux passer à la suivante. Alors, intérêt particulier d'avoir une base de données CRM très propre, c'est que vous soyez sur One avec toutes les applications, ou pas forcément sur One, mais en intégrant d'autres applications Zoho, voire d'autres applications externes, Zoho CRM a vocation à être votre base maître, parce que c'est un peu le point d'entrée des données, enfin en tout cas le point d'entrée principal. Et évidemment, la qualité ou la non-qualité des données qui sont dans CRM vont se retrouver dans les autres applications. Nécessaire d'avoir des données parfaites dans CRM. Alors, une petite précision en termes de vocabulaire. Nous avons, d'une façon générale, nous proposons de remplacer le module qui apparaît souvent dans la version française de CRM en prospect, de le remplacer par lead. Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que le mot lead est devenu un mot universel et en particulier, c'est un mot très utilisé dans le marketing. Donc, CRM est souvent utilisé par les gens de la vente. Donc, le fait d'avoir le même mot pour désigner les mêmes choses, c'est mieux que d'avoir des mots différents. Et la deuxième raison, c'est qu'un lead a vocation à être converti, donc converti en contact, en compte et en affaires. Et là, on peut avoir, en tout cas, c'est une recommandation que je fais souvent, qui est de dire si la conversion de ce lead va donner lieu à une première affaire, eh bien, on va avoir un prospect, c'est-à-dire que le statut du compte peut être défini automatiquement en tant que prospect. Si cette affaire est gagnée, le compte peut devenir automatiquement client. Donc voilà, c'est une question de vocabulaire. On peut aussi dire que le lead, c'est quelqu'un qui a manifesté un intérêt pour votre offre, mais ce n'est pas forcément quelqu'un que vous allez retenir. Et le process qui va vous permettre d'en décider, c'est la qualification. Là, on va voir quelques exemples de ce qui se passe avec les données. Alors là, on est sur un enregistrement lead et tout semble satisfaisant. On a un prénom, on a un nom. Là, je veux envoyer un emailing de masse et je prends l'exemple de ce contact, ce lead qu'on vient de voir. Et j'avais mon prénom et comme vous pouvez le voir, j'ai plus de prénom. Là. Il y a bonjour, un blanc et virgule. Alors peut-être que mon modèle d'email est mal paramétré. En fait, non, il est bien paramétré. J'ai bien bonjour avec le prénom, lead prénom. Donc le problème n'est pas là. Le problème, il est ailleurs. Alors, on a aussi, toujours en envoyant par exemple un email unique ou un email en masse, on a là le même genre de problème. Donc on a quelque chose qui manque, la civilité et en réalité, on verra que la civilité est bien paramétrée dans l'email, dans le modèle d'email. Alors, on avance. Et troisième cas, là, c'est plus un email, c'est un contrat qui va être fait, par exemple, avec Writer, et on risque d'avoir ce genre de choses qui, évidemment, sont très ennuyeuses quand on envoie un contrat à signer.
Alors, on voit effectivement, je reviens à la slide qu'on a vue tout à l'heure, on a pourtant bien un nom de lead qui est correctement rédigé, là, on le voit comme ça. On va voir en réalité ce qui se passe en cliquant sur modification. Eh bien, on voit que premièrement, le nom a été mal saisi, c'est-à-dire que dans l'enregistrement de nom, on a le prénom et le nom, et dans le prénom, on n'a rien, et le petit carré que vous voyez avant, où il y a écrit non, c'est la civilité, qui elle aussi est vide. Donc, c'est tout à fait normal que ce qu'on a constaté qui n'allait pas n'était pas correctement rempli et donc ne pouvait pas être restitué dans les mails et dans le writer. Alors, on va utiliser un outil qui est Blueprint. Alors, Blueprint, avec des leads, va servir très classiquement à faire une qualification métier. Par exemple, vous souhaitez vous intéressez à un certain niveau de chiffre d'affaires ou un certain secteur d'activité, et en fonction de cette qualification, vous allez avoir des leads qui vont aller vers la conversion ou qui vont être supprimés ou qui vont être passés en nurturing, c'est-à-dire qu'on va les alimenter régulièrement avec de la communication. Donc, ce que l'on va faire, en tout dernier lieu, on va rajouter une étape totalement finale juste avant la conversion qui va être la qualification qualité. Alors, pourquoi la rajouter en tout dernier? Parce qu'on ne va pas forcément imposer des contraintes aux personnes qui vont être amenées à qualifier métier. Donc, s'il manque une information, ce n'est pas encore très important, mais ça l'est à un moment donné, et en particulier avant la conversion, il faut qu'on soit sûr que les données soient propres. Donc, notre blueprint, là, je l'ai simplifié en ne gardant que la partie qualité, donc c'est qualification qualité. Et il y aura un principe simple, c'est que tout lead devra rentrer dans ce blueprint, et pour qu'il le rentre, on va avoir un statut que vous voyez dans l'extrait du blueprint qu'on a sur la droite. Ce statut, c'est que le statut du lead est identifié. Donc, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, l'important, c'est que ce soit ça le critère d'entrée dans le blueprint, et on va voir qu'il y a 3 façons de l'avoir. Si c'est un lead qui est saisi, on aura paramétré le statut du lead par défaut à identifier. Donc, ça veut dire que tout lead qui va être créé avec le statut identifié. Donc, il rentrera dans le blueprint. Et si c'est, par exemple, un import de fichier, eh bien, dans l'import de fichier, on aura prévu une colonne avec un champ qui dit statut identifié. Donc, tous nos imports vont être identifiés et tous nos imports vont donc rentrer dans le blueprint. Et si on a un formulaire web, par exemple, qui est une source de lead assez fréquente, eh bien, on va avoir dans le formulaire, là j'ai pris un Zooforms, on va avoir un champ qui dit statut du lead renseigné à identifier, et ce champ, vous le voyez sur la droite, on va le masquer parce que ce n'est pas intéressant dans le formulaire, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir la donnée qui redescend. Alors, un autre point aussi, c'est que nous allons donner à certains profils des droits plus limités. En fait, la conversion se fait par un bouton, normalement, dans Lead. Donc, je clique sur ce bouton. L'inconvénient, c'est que si ce bouton est accessible, l'utilisateur pourrait cliquer à n'importe quel stade, donc sans avoir été jusqu'au bout du blueprint et sans avoir finalisé la qualification que l'on veut finaliser. Donc, on va, dans le profil de l'utilisateur Sales, supprimer l'autorisation de convertir et de convertir en masse. En d'autres termes, il ne pourra convertir que via le blueprint. Alors, lorsqu'on convertit, on peut ou pas créer une opportunité. C'est intéressant de créer une opportunité, puisqu'on peut un peu partir du principe qu'un lead qu'on aura bien qualifié métier, c'est finalement un lead auquel, potentiellement, on va envoyer un devis, une proposition avec lequel on envisage de faire une affaire. Alors, la civilité. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème de la civilité? Alors, Zo n'a pas prévu qu'on puisse rendre ce champ obligatoire. Il n'a pas prévu qu'on puisse, en fait, obliger à le remplir. Et on va donc devoir contourner un peu le système et utiliser une règle de validation. Donc, dans les paramètres, on va aller dans Lead, règle de validation. On va faire en sorte que cette règle de validation exécute une fonction, petite fonction de déluge, qu'on va voir à la slide suivante. Et cette fonction va renvoyer un message en disant que tant que la civilité n'est pas renseignée, eh bien, l'enregistrement est bloqué, on ne peut pas aller plus loin, il faut renseigner la civilité. Donc, le seul moyen, c'est de faire le choix. Alors, la civilité, c'est un menu déroulant avec les formules habituelles M+, M, MME, qui sont les standards, mais ça peut être aussi docteur, maître, enfin, les différentes civilités qu'on peut envisager. Deuxième contrôle qu'on va faire, le statut du lead.
Alors, pourquoi doit-on contrôler le statut du lead? Eh bien, parce que la tentation que peut avoir un utilisateur, volontairement ou involontairement, c'est de gagner du temps. Et finalement, je ne vais pas m'embêter à remplir tout ça, je vais cliquer directement sur qualifier. Sauf que si je clique sur qualifier, le système le refusera. Je suis obligé de passer par les étapes du blueprint. Donc, mon seul moyen d'avancer dans le traitement de ce lead, c'est de suivre le blueprint et pas de changer le statut pour gagner des étapes. Enfin, la syntaxe, on va là aussi avoir une fonction d'élus qui va être déclenchée par le blueprint et cette fonction va corriger la syntaxe. Alors, par exemple, on peut décider qu'on veut, ce qui est intéressant en termes de communication marketing, avoir systématiquement une majuscule pour la première lettre du prénom, bien sûr, et une majuscule pour la lettre du nom, et le reste en minuscule, et qu'on veut traiter, par exemple, les prénoms composés. Donc là, vous avez deux exemples. Si ce qui arrive est écrit Jean-François sans tiret et sans majuscule au deuxième prénom, la fonction va le corriger en Jean-François, donc une syntaxe correcte. Et puis si un autre critère est lui aussi mal renseigné, on va le corriger avec la bonne présentation. Alors là, je n'ai pas utilisé des vrais prénoms et noms, mais juste pour l'indiquer, c'est-à-dire que le prénom, comme je le disais, est première lettre majuscule et le nom première lettre majuscule. Quatrième contrôle, alors qui aura deux utilités. La première pour le futur et qui concerne FactureX, mais en tout cas une première utilité immédiate, c'est celle de l'absence de doublons en termes de compte, pour les comptes. Lorsqu'on convertit un lead, donc voilà des doublons. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Lorsqu'on convertit un lead, donc on convertit en fait vers un contact et vers un compte. Il se peut que le lead qu'on va convertir appartient déjà à un compte présent dans la base. Mais la façon d'éviter qu'on recrée un deuxième compte va être de créer un champ unique. Alors on pourrait dire on va créer comme champ unique le nom de la société. Mais ça, c'est problématique parce qu'il suffit d'une erreur d'orthographe ou tout simplement d'une saisie pas dans le bon ordre. J'ai écrit transition SAS au lieu de transition tout court ou SAS transition. En fait, la syntaxe va me faire que mon champ unique ne va pas être identifié et donc je vais créer une deuxième société alors que c'est la même. Alors la solution, c'est le SIRET puisque une société n'a qu'un SIRET et même un établissement n'a qu'un SIRET. Et donc, si je rends mon champ SIRET unique et que je récupère le SIRET, ce qui est possible avec une fonction d'élus qui va aller chercher le SIRET sur la base de données DataGouv, je vais donc avoir en lead un nom de compte qui va être identifié comme unique puisqu'il est associé à un SIRET. Et lorsque je vais convertir, au lieu de créer un deuxième compte, je vais associer en fait mon lead au compte existant. C'est-à-dire que j'associerai à ce compte le même contact sans faire de doublon, un autre contact, parce qu'il peut y avoir un autre contact dans cette société, et je créerai une affaire qui sera bien rattachée au bon contact et au bon compte, sans risque que cette affaire soit rattachée à un nouveau compte, ce qui évidemment nous posera un problème. Alors effectivement, je voudrais vous montrer ça en démo. Attends, je voulais dire, là vous avez vu pas mal de bouts de code d'éluge. Alors il y a différentes façons de faire les choses, soit par des fonctions, parfois avec certaines automatisations qu'on peut faire, que vous avez sans doute vu d'ailleurs dans les flashs précédents. Aussi, nous c'est vrai comme on a l'habitude de faire ce genre de choses, on a un peu sur étagère une sorte de bibliothèque de fonctions qui permettent d'exécuter ces différentes actions de nettoyage au fur et à mesure. Donc voilà, c'est des choses. L'objectif de vous montrer ça, c'est pas que vous fassiez directement ça. Hein. Enfin, ne vous dites pas que c'est très compliqué, il faut faire du code. Mais voilà, c'est en général des petites automatisations qu'on peut facilement brancher dans vos process. Très bien. Donc là, on est dans un écran qui est un enregistrement lead, enfin en tout cas qui est prêt pour un enregistrement. Je vais donc créer un lead. Alors là, c'est la création manuelle. Donc mon lead va se créer de cette façon. Imaginons que je veuille l'enregistrer. Eh bien, je ne peux pas parce que ça me dit qu'il est nécessaire de renseigner la civilité. Donc, je ne pourrai pas aller plus loin sans avoir renseigné la civilité. Et là, je vais saisir un peu n'importe comment, volontairement, le prénom. Et puis finalement, j'ai envie de gagner du temps. Je ne vais pas m'embêter à passer par le blueprint. Donc, moi, je vais tout de suite dire que c'est qualifié. Ah ben non, je ne peux pas. J'ai un message qui me dit que je dois obligatoirement être en statut identifié. Donc là, je vais pouvoir enregistrer et j'ai mon bouton
de blueprint qui apparaît pour la qualification. Et là, je vais renseigner les champs qui me sont demandés dans le blueprint. Alors, vous connaissez le principe du blueprint, c'est que tant que je n'ai pas tout rempli, en tout cas les champs obligatoires, je ne pourrai pas aller plus loin. Et la ville, c'est Paris. Donc, là, ma qualification est a priori correctement faite, puisque j'ai rempli tous les champs. J'ai rappelé que le champ ne doit pas contenir le prénom, et j'enregistre pour passer à l'étape suivante. Et là, qu'est-ce qui se passe? Apparaît, du fait de la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure, que le SIRET est celui-ci pour cette société. Je vais passer à l'étape suivante, qui est convertir. Là, pour mémoire, je vois le SIRET et j'ai un message sur le statut SIREN qui me dit succès, données mises à jour. Je pourrais avoir un autre message qui me dise je ne trouve pas la société parce que pour diverses raisons, la ville n'est pas la bonne ou autre, etc. Dans ce cas-là, mais c'est un sujet qu'on a abordé lors du dernier flash et que nous réaborderons quand on le lancera de façon complètement ouverte. Nous avons une fonctionnalité que nous allons utiliser qui est recherche entreprise et qui va permettre de corriger peut-être une information qui nous empêchait d'avoir le bon résultat en termes de SIRET. Là, je vais convertir et le système me dit que j'ai créé un compte, j'ai créé un contact et j'ai créé une affaire. Donc, j'ai bien un contact, j'ai bien un compte et j'ai bien une affaire. Alors, je vais maintenant me mettre dans la situation où j'ai reçu, par le biais d'un formulaire sur le site web, un autre lead de la même personne. Alors, cette fois-ci, comme c'est lui, il a bien rempli son prénom. Mais tout à l'heure, vous avez peut-être noté que j'avais saisi un email @transition.fr, donc un email professionnel. Là, il se trouve, et c'est très fréquent, qu'il a saisi son email personnel. Alors, voyons voir ce qui se passe dans le processus de conversion. Donc là, j'aurais pu... Donc là, je vais convertir. Bon, mes données sont à jour, j'ai gagné un petit peu de temps parce que j'ai passé l'étape. Et j'ai un contact. Eh bien, j'ai toujours le même contact. C'est-à-dire que le système a identifié que c'était la même personne et m'a conservé l'email professionnel, mais ne m'a pas créé un deuxième contact. Pourquoi? Parce que j'avais créé un champ qui, on verra tout à l'heure, qui est un champ que j'appelle doublon point d'interrogation, qui dit je prends le prénom, je prends le nom et je prends la société. Alors, ce n'est pas quelque chose qui traite le sujet à 100%, mais ça le traite bien à 90%, c'est-à-dire que c'est un champ unique. Et si j'ai une personne qui arrive et qui a le même prénom, le même nom, la même société, je vais le rattacher à un contact existant et non pas créer un nouveau contact. Et là, si je vais dans compte, je n'ai toujours que transition parce que j'ai un numéro SIRET unique et donc ce SIRET a fait que ça n'a pas créé un nouveau compte, ça a rattaché au compte existant. Voilà. Alors, sur la partie doublon, alors le principe des doublons, c'est d'utiliser, enfin de traiter les doublons de façon préventive, c'est d'utiliser les champs avec les champs uniques, c'est-à-dire où on coche dans la définition du champ ne pas autoriser les valeurs dupliquées. Le SIRET, c'est l'un des champs dans ce que je vous ai montré qui doit être traité de cette façon. Le champ unique que je recommande, donc comme je le disais, c'est la concaténation de prénom, nom et entreprise. Alors, pour faire des concaténations, dans les paramétrages des enregistrements Zoho, il y a un champ qui est formule. Alors, ce serait très simple de dire, eh bien, je concatène le prénom, le nom et l'entreprise, mais pas de chance, c'est un champ qui n'est pas mappable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mapper lorsque l'on convertit un lead en contact. Donc, on est obligé de créer un autre champ et de le faire par une fonction déluge qui va donc faire cette concaténation. C'est vrai que ce serait plus simple si un champ formule nous le permettait, mais il ne nous le permet pas. Donc, une petite fonction déluge qui va dire je concatène le prénom, le nom et la société, ce qui me fait un champ unique qui, comme je le disais, ne résout pas 100% des problèmes, parce qu'il peut y avoir des erreurs de syntaxe, qu'on a essayé quand même au maximum d'éviter, mais en tout cas, il en réussit le principal. En fait, je vous ai montré que on ne crée pas un nouveau compte, on ne crée pas un nouveau contact dans les cas de figure que je vous ai montrés, donc qui permettent d'éviter de créer des doublons. Là, on est dans le préventif par rapport aux doublons, mais il y a aussi du curatif, c'est-à-dire que vous avez dans CRM des fonctionnalités qui vous permettent de dire j'ai visiblement un doublon. Voilà, rechercher et fusionner les doublons que vous avez dans ce menu.
Et là, il y a quelques règles simples. Donc, j'ai dit que c'était à Boulogne. Je vais donc ajouter la ville et je vais dire que ce sont les deux critères. Et là, le système me trouve les doublons et me propose de les fusionner en un seul enregistrement. Là, mes deux sont exactement identiques, mais il peut y avoir quelques différences. Et là, c'est une opération manuelle qui va consister à dire, ah bah ici, l'adresse n'est pas bonne, je vais plutôt prendre cette adresse-là, où elle est mal orthographiée. Donc là, je vais fusionner mes deux comptes et donc ne plus avoir de doublons. Alors, très important, quelquefois, on est tenté de supprimer un compte ou n'importe quel enregistrement parce qu'il est en doublon. Ce n'est pas la bonne pratique. La bonne pratique, c'est de fusionner, parce que si nous avons des informations qui sont rattachées au compte, par exemple opportunité, contact ou toute forme de notification ou autre, si je supprime l'un des deux, je perds tout ce qui est rattaché. Alors que si je fusionne, je retrouve tout ce qui était dans les deux comptes, dans mon exemple, ou dans les deux contacts différents. Alors j'en viens ici. D'ailleurs, sur cette partie doublon, quand on lance en masse, parce qu'on peut l'exécuter sur l'ensemble de la base, ce que ça fait, c'est que ça fusionne automatiquement tous les enregistrements qui sont strictement identiques, c'est-à-dire que vraiment tous les champs sont les mêmes. Donc ça, ça fait un premier nettoyage qui est intéressant. Et ensuite, ça va proposer une liste de tous ceux qui ont l'identifiant en fait unique en commun, enfin qui n'est pas unique, enfin l'identifiant en commun, par exemple le nom de la société par exemple, et ça va permettre de faire exactement cette étape de dédoublonnage enregistrement par enregistrement en choisissant les champs. Oui, tout à fait. Donc, il y a en fait une procédure un peu de masse qui fonctionnera si ce sont des doublons exacts, et puis resteront derrière les doublons sur lesquels il y a un doute que vous pouvez traiter comme je viens de le montrer. Alors, le dernier point, qui est simplement une conséquence positive de ce qu'on aura fait en ayant un bon traitement de l'entrée dans sa base de données, c'est que notre base maître sera en particulier maître pour la partie facturation. Alors, dans mon exemple avec Books, mais on peut imaginer que ce puisse être avec d'autres applications que Books, et il y aura une obligation qui se situe à 2027, mais ça va arriver vite, pour facturer, d'avoir un certain nombre d'informations, dont le SIRET, a priori une syntaxe exacte de l'adresse et du nom de la société et le numéro de TVA. Toutes ces informations, on les récupère par soit recherche entreprise, soit une fonction, comme je vous l'ai montré au départ, celle qui allait chercher le SIRET, mais elle va chercher le SIRET, elle peut aussi aller chercher toutes les informations qu'on trouve dans DataGouv et qui sont les informations qu'on aura à produire pour facturer de façon conforme avec Facturix. Voilà, très bien. Voilà. Donc là, l'idée, c'est vraiment plein de petites choses à différents endroits qui permettent de vous assurer de la qualité de données dans un process qui, évidemment, ça doit s'intégrer dans votre process métier. Je peux peut-être juste rajouter qu'on a aussi l'habitude fréquemment de faire ce qu'on appelle des tableaux de bord, souvent dans la zone analytics, ce qu'on appelle des sanity checks. Et l'idée, c'est de faire des rapports qui vont mettre en évidence des incohérences dans les données, dans les liens, etc. Et souvent, l'objectif, c'est d'avoir plein de rapports qui vont faire ressortir ces données-là. Et l'idée, c'est que tous ces rapports soient vides. Et s'il y a des données, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et on va, corriger cette incohérence, et deux, mettre en place le process qui va bien ou corriger le bug qui est existant pour éviter que le problème se reproduise. Un tout dernier point, ce que je vous ai montré, c'est pour les données entrantes, les données nouvelles. Évidemment, on peut avoir une base de données qui, elle, contient déjà beaucoup de données qui ne sont pas d'une qualité idéale. Alors, on peut repartir, mais là, ça va être un peu un cas de figure différent selon les entreprises, selon les user cases, mais on peut repartir des mêmes logiques et des mêmes principes pour nettoyer en fait la base existante, en fait traiter la base existante pour la remettre au propre. Voilà, c'était le dernier flash de l'année, et on se retrouvera donc fin janvier, le 29 janvier, pour parler des formulaires. Donc peut-être que vous posez des questions sur les formulaires, parce qu'il y a plein d'endroits où on peut faire des formulaires dans Zoho, et donc on essaiera de débroussailler tout ça pour le prochain flash. Et bien, en attendant, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et on vous retrouve en fin janvier pour un nouvel épisode des flashs. Merci à tous. À très bientôt. À très bientôt.